Bien, donc on va faire une situation clinique sur les infections urinaires, qui est une des situations les plus basiques qu'on puisse trouver. Donc, euh, la première situation, cette jeune patiente de 21 ans qui vient vous consulter pour une douleur abdominale. Il y a 2 ans, elle a fait un épisode de cystite. Elle vous explique que là, elle a un peu les mêmes symptômes avec une douleur du bas du ventre qui sont augmentées au moment d'uriner, surtout à la fin. Depuis 2 jours, elle va uriner de façon impérieuse, toutes les heures la journée, 3 à 4 fois la nuit. Elle est fatiguée, elle a des urines d'aspect un peu louche, elle trouve qu'elles sentent mauvais. Elle a curieusement gardé ses urines de 24 heures. Le volume uriné total était de 1,3 litre. Elle a une petite hypertension à 150 sur 80, température à 37,5, le poids 80. Elle mesure 1,56 m, elle pèse 45 kilos, pardon. Et vous l'examinez, vous avez un abdomen souple, des touchés pelviens peut-être un peu sensibles, on regarde la vessie sans douleur vraie. Donc, devant ce tableau sémiologique, qu'est-ce que vous relevez comme symptôme? Je vous laisse réfléchir et comme d'habitude, je vais vous donner la réponse maintenant pour que vous ayez le temps de réfléchir. Donc, eh bien, en fait, on a effectivement une pollacurie, hein, c'est pour ça que je vous ai indiqué qu'elle avait pu faire un catalogue mictionnel, ce qui est évidemment tout à fait improbable. Mais donc, elle n'a pas de polyurie, elle a une pollacurie. Elle a justement une nicturie qui révèle cette pollacurie. Des brûlures mictionnelles, attention de ne pas confondre brûlure mictionnelle et dysurie. La dysurie, en anglais, ça veut dire brûlure mictionnelle. C'est pour ça que de temps en temps, il y a des mauvaises traductions, mais la brûlure mictionnelle, c'est vraiment le fait que quand on urine, on a la sensation de brûlure, alors que la dysurie, c'est qu'on a du mal à uriner, ce qui est tout à fait possible dans le tableau d'une cystite, puisque l'envie fréquente de faire pipi peut donner des fausses envies d'aller uriner qui donnent l'impression qu'on a du mal à uriner. Et puis enfin, la patiente est apyrétique, donc il n'y a pas de signes très inquiétants. Donc, quel diagnostic est ou sont les plus probables dans ce contexte? De nouveau, je vous laisse réfléchir. De nouveau, attention, je vais vous donner la réponse. Donc là, c'est le tableau absolument typique, caricatural d'une cystite aiguë simple. Ce n'est pas une pyélonéphrite aiguë puisqu'il n'y a pas de fièvre. Ce n'est pas une infection urinaire à risque de complications. On verra tout à l'heure quels sont les facteurs de risque. Ce n'est pas une colonisation bactérienne puisqu'il y a des symptômes et par définition, la colonisation bactérienne, c'est l'inverse. On a en fait un ECBU positif. On se demande pourquoi puisqu'on a un patient parfaitement asymptomatique. Ce n'est pas une cystite à répétition, puisque certes, cette jeune femme a déjà eu un épisode de cystite, mais c'était il y a longtemps, et on va voir dans d'autres cas cliniques que c'est un élément qui n'est pas un facteur qu'on peut retenir. Donc c'est une cystite aiguë simple, tout à fait banale. Quels sont les principaux facteurs de complications? Ça, c'est important de bien les connaître. Déjà, le sexe masculin, c'est un facteur de risque en soi pour plein de choses, y compris pour les infections urinaires. La grossesse, c'est également un facteur où on a une infection urinaire à risque de complications. L'âge de plus de 75 ans, ça peut être 65 ans quand on a des patients fragiles. L'immunodépression grave, toutes les pathologies de l'arbre urinaire qui sont à risque d'infection, hein. C'est assez vague dans le collège, mais voilà, c'est celle qui risque d'entraîner un obstacle sur les voies urinaires. Et puis l'insuffisance rénale chronique sévère en dessous d'une clairance à 30 minutes par minute. Attention, puisqu'aujourd'hui, on parle tout le temps de cystite aiguë simple, comme si le fait d'avoir un tableau de cystite faisait penser obligatoirement à une infection. Or, le syndrome de cystite, ça ne veut pas forcément dire infection. En tout cas, chez une jeune femme, c'est vrai que c'est le diagnostic le plus logique. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est utilisé comme synonyme quasiment. Mais attention, si vous avez le même tableau chez une patiente de 50 ou 60 ans, il faut savoir penser, surtout si c'est quelque chose qui se répète, à d'autres diagnostics, comme par exemple des tumeurs de la vessie. Alors, cette jeune femme, elle a probablement une infection urinaire simple. Et quel est le germe qui, à votre avis, a le plus de probabilité d'être responsable de ce tableau clinique? Voilà un croc assez simple, sujet assez simple. Encore faut-il avoir la réponse. Je vous la donne dans 2 secondes. La réponse, le usual suspect de l'infection urinaire, c'est l'Escherichia coli.
Vous le verrez dans le chapitre que j'ai consacré au sujet de l'écologie bactérienne. C'est important de le savoir, puisque c'est quasiment toujours lui qui est responsable d'une infection urinaire. 60 à 80% des cas de toutes les infections urinaires, c'est de l'Escherichia coli. C'est important parce que c'est un germe qui est résistant à certains antibiotiques, mais il y a aussi plein d'autres germes, on le verra plus tard. En tout cas, le plus fréquent, c'est l'Escherichia coli. Je vous donne là un ordre de fréquence pour voir qu'effectivement, il y a une écrasante majorité de l'Escherichia coli. Vous voyez par exemple que les levures sont très rarement responsables d'infections urinaires, et encore moins quand on pense infection communautaire, c'est-à-dire dans euh, le, le lieu normal de vie de tout le monde, versus infection chez des patients qui sont institutionnalisés ou qui sont dans des hôpitaux. Et donc là, effectivement, c'est là qu'on a justement potentiellement les germes les plus méchants. Je vous conseille de voir la vidéo sur le sujet. Attention, les chiffres ne sont pas à connaître. Le seul chiffre que je vous ai donné et que j'ai mis en rouge, c'est les 60 à 80% pour les Escherichia coli, puisque c'est un chiffre sorti du collège. Alors, quelle va être maintenant votre stratégie diagnostique? C'est chez cette jeune femme. Elle a ce tableau clinique absolument caricatural. Est-ce que vous allez prescrire une écho de l'arbre urinaire, prescrire un ECBU, prescrire une cystoscopie, un uroscanner, ou simplement tester les urines de la patiente avec une bandelette urinaire? Je vous laisse réfléchir, c'est une question à réponse multiple. Et en fait, bien que ce soit une réponse à question multiple, évidemment, une seule réponse est acceptée, c'est le fait de faire des bandelettes urinaires. Pas besoin de faire d'échographie de l'arbre urinaire puisqu'il n'y a pas de risque majeur chez elle, pas besoin de prescrire un ECBU, la cystoscopie n'a pas d'intérêt, l'uroscanner encore moins. Donc, on va simplement tester les urines de la patiente avec une bandelette urinaire. Mais ce qu'il faut quand même savoir quand on fait cet examen, et si vous n'avez pas déjà vu la vidéo sur la bandelette urinaire, je vous conseille de la regarder, qu'est-ce qu'on doit impérativement retrouver? Je ne dis pas ce qu'on peut retrouver, qu'est-ce qu'on doit impérativement rechercher quand on demande une bandelette urinaire dans le cas spécifique de cette patiente. Je vous laisse réfléchir et je vous donne la réponse. En fait, on peut avoir du sang, on peut avoir des protéines. Si la patiente est à jeun, on peut même avoir des corps cétoniques, mais ce qu'on recherche, c'est et les nitrites et les leucocytes. C'est ces deux éléments qu'on doit retrouver pour être absolument certain du diagnostic. Bon, là, dans le cas caricatural, évidemment, c'est assez facile et probablement qu'on peut même se passer devant le lait urinaire, mais si on est vraiment dans ce contexte-là, voilà les deux éléments qu'on doit absolument rechercher. Et je vous redonne la petite présentation que je vous ai faite dans le chapitre spécifique bandelette urinaire. On recherche bandelette urinaire et nitrite. Il y a une valeur prédictive négative qui est très élevée, plus de 90%. Ça, c'est un pourcentage qu'on retrouve dans le livre du collège. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le test est négatif et qu'on n'a pas de contexte différent de celui que je vous ai décrit, il faut rechercher une autre cause qu'une infection urinaire lorsqu'on a un tableau aussi typique. Pourquoi tout ça? Bien, tout simplement parce que les Escherichia coli principalement, mais également d'autres germes, sont porteurs de nitrate réductase et donc vont entraîner cette sécrétion de nitrite. Là encore, hein, attention, le tableau n'est donné qu'à titre indicatif et même les germes qui, en dehors de l'Escherichia coli, réduisent les nitrites, enfin les nitrates en nitrite ne sont pas à connaître. Le seul qui est cité dans le livre du collège, c'est l'Escherichia coli. Alors, voilà les résultats. 2 croix de leuco, 3 croix de nitrite, 2 croix de globules rouges. Quel est, maintenant que vous avez le résultat de cette bandelette urinaire, là où les propositions de prise en charge recommandées? Plusieurs réponses possibles. Je vous laisse réfléchir. Et maintenant, je vous donne la réponse. Évidemment, on prescrit une antibiothérapie orale. Ça, c'est assez basique, c'est ce qui est marqué dans le livre du collège. Mais en pratique, surtout si vous avez une patiente qui vous signale, comme cette jeune femme, qu'elle a vraiment très mal, n'hésitez pas à prescrire en complément des antalgiques à la demande. Pas craindre de faire disparaître de la fièvre, par exemple, ça n'a pas beaucoup de sens et vos patients seront très satisfaits du fait que vous soyez autant intéressé à leur sujet. Donc voilà, c'est un petit cas côté pratique, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de prescrire quand même des antalgiques et ne pas laisser les antibiotiques seuls faire l'action. Alors, on doit prescrire un antibiotique, lequel est recommandé de première intention. Je vous laisse réfléchir et je vais vous donner la réponse. Il y a une seule réponse actuellement, c'est la phosphomycine 3-métamol. L'amoxicilline a un taux de résistance qui est majeur
dans la population communautaire aujourd'hui de l'Escherichia coli. Donc, les autres alternatives sont possibles. Deuxième intention, le pivmécilinam. Et là, je vais donner un peu la recette de cuisine de la cystite aiguë. Deuxième intention, donc le pivmécilinam, 200 mg 3 fois par jour pendant 5 jours. En troisième intention, soit une fluoroquinolone en monodose, c'est-à-dire qu'on donne les 2 comprimés qu'on donne d'habitude matin et soir en une seule prise, soit la ciprofloxacine, soit l'ofloxacine, ou la nitrofurantoïne, 50 mg 3 fois par jour pendant 5 jours. C'est un antibiotique qu'on prescrit un petit peu moins actuellement parce qu'il y a eu des warnings sur le fait qu'il pouvait y avoir des complications quand on le donnait un petit peu de façon chronique, mais ça peut être accepté aujourd'hui comme prescription. Il n'y a pas de contrôle qui est prévu. Mais ce qui est important là aussi, même si ça n'est pas spécifié dans le collège, c'est une règle de bonne pratique, de bien expliquer à la patiente ce qu'on appelle les drapeaux rouges, c'est-à-dire de revenir si elle a de la fièvre, évidemment, de revenir si au bout de plus de 3 jours, les symptômes n'ont pas cédé, et puis de revenir s'il y a une récidive assez précoce. Je vous remercie de votre attention.